êtes bien sûr la télévision du Burkina. Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire de ce 14 septembre. Un chiffre à retenir, 30% de femmes en tête de liste et un positionnement alterné obligatoire pour les législatives de 2020. Petit rappel des dispositions de la loi sur le quota genre à l'endroit des partis et formations politiques avant la date butoir de dépôt des candidatures prévue pour le 23 septembre prochain. À suivre également la contribution de la pharmacopée au système de santé au Burkina pour la 8e fois consécutive. Les tradipraticiens et leurs produits magnifiés une semaine durant. La semaine de la médecine traditionnelle et alternative. C'est dans un instant. À l'international, il y a un regain de la maladie à coronavirus. Un nouveau confinement est en vigueur en Israël. L'Europe craint également une flambée de l'épidémie de Covid-19 car les mesures barrières sont foulées aux pieds dans de nombreux pays. Voilà pour le menu de ce 13h, mesdames et messieurs. Bienvenue. Politique. Pour ouvrir ce journal, vous le savez, c'est le moment de dépôt des candidatures aux élections législatives de 2020 et la date butoir de réception des dossiers fixés au 23 septembre pour le PNUD et le MATDS. C'est le lieu de rappeler les partis et formations politiques à revisiter les dispositions de la loi sur le quota genre qui impose le positionnement alterné avec au moins 30% de femmes en tête de liste pour une meilleure représentativité des femmes au Parlement. L'atelier de vulgarisation de cette loi a réuni les acteurs à Tenkodogo. Les échos avec Hassan Guébré, Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. Adoptée le 22 janvier dernier, la loi portant sur le quota genre enseignée aux acteurs politiques et à la société civile ici à Tenkodogo. C'est à l'atelier de vulgarisation de la dite loi organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre du programme d'appui au processus électoral de 2020. À l'endroit déjà des partis politiques, pour que cette loi soit vraiment effectivement appliquée au sein des partis et à l'endroit des femmes d'être vigilantes, de pouvoir veiller à ce que cette application soit effective et qu'elle s'approprie cette loi et qu'elle puisse aussi relayer le contenu de cette loi auprès des autres organisations féminines qu'elle représente. Le 23 septembre prochain, c'est la date butoir du dépôt des candidatures aux législatives et c'est l'occasion pour les organisateurs de sensibiliser les partis politiques et les OSC à l'application de la loi pour une meilleure représentativité des femmes à la future Assemblée nationale. Si un parti politique dépose ses listes, il faut qu'au moins 30% des têtes de liste soient soit des hommes ou des femmes. Mais dans ce cas précis, bien sûr, ce sont les femmes que nous visons. Il faut qu'il y ait au moins 30% donc, en tête de liste. La deuxième disposition majeure, c'est ce qu'on appelle le positionnement alterné. C'est-à-dire que lorsque vous placez un individu en tête de liste, celui qui suit sur la liste titulaire doit être de sexe différent. Aux responsables de formation politique, d'être vraiment sensibles à la question de la femme. Parce que nous savons tous que ce sont les femmes qui sont les plus grandes électrices, mais au finish, elles sont toujours mal classées et elles ont de mauvais résultats. L'atelier de Tenkodogo marque le début d'une campagne de vulgarisation de la loi portant sur le quota genre, une campagne qui va concerner toutes les régions du Burkina. Je vous invite dans les cascades. Les nouvelles sont bonnes à l'orée de cette rentrée scolaire prévue dès demain mardi 15 septembre dans la région haute des festivités du 11 décembre 2020. Une rentrée des classes avec de nouvelles infrastructures construites par le gouvernement et ses partenaires. Que de joie pour les acteurs éducatifs, même s'il faut hâter le pas par endroit. La sortie terrain du ministre de l'Éducation en images avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Ces élèves de l'école primaire du Tchalé à Moussodougou vont désormais étudier dans de bonnes conditions. Ils viennent de bénéficier d'un bâtiment de 3 classes et des latrines. Un bâtiment qui vient renforcer ces installations de fortune. Là, nous allons avoir un changement dans le travail. En fait, nous étions dans des conditions précaires. Aujourd'hui, nous avons les bâtiments. Ça dit que la pédagogie va beaucoup passer. Les enfants vont mieux profiter. Zénié Dougou a bénéficié également du bâtiment du même standing. Avec ces 3 classes, l'école primaire B de cette localité s'apprête à accueillir ses premiers élèves pour cette rentrée.
Un peu plus loin, à Niankorodougou, il y aura désormais un centre d'éveil préscolaire grâce à la construction de ces 2 salles. À Sendou, dernière étape de sa tournée, le ministre en charge de l'éducation a pu visiter le lycée technique qui ouvre ses portes cette année. Avec la filière maintenance véhicule automobile et la filière donc génie civil, et ça va commencer parce que nous avons lancé le marché d'équipement des 5 collèges d'enseignement technique de formation professionnelle que nous avons réalisé à travers le pays, dont celui-ci, des 2 lycées techniques et des 5 lycées professionnels, et nous sommes à la phase donc de l'analyse des offres. Il y a quelques difficultés par endroit, j'ai dû visiter, c'est l'objet aussi de notre sortie. Comme à Zénié-Dougou, voilà, où il y a des défaillances au niveau de la toiture pour ce qui est du magasin. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que le magasin doit accueillir les manuels scolaires, il doit accueillir les vivres pour les enfants, et dès qu'il pleut et que ça coule, du coup, ça devient donc un frein donc, à cet objectif. Et le ministre de rassurer que l'entreprise en charge des travaux sera saisie afin qu'elle puisse trouver une solution à ce problème. Le souhait du professeur Stanislas Waro est que toutes ces infrastructures soient opérationnelles avant le 15 septembre prochain, date du début des cours dans les cascades à cause des festivités du 11 décembre dans la région. Ali Traoré préparer la rentrée des classes, un véritable casse-tête pour certains parents d'élèves, des nuits blanches à cause des frais de scolarité et des fournitures à payer. C'est dans ces conditions difficiles que Grace Tarnagda va reprendre le chemin de l'école. Orpheline de père depuis quelques années, Grace fait de la coiffure masculine un job de vacances pour poursuivre sa scolarité. Son portrait avec Adama Guiti et Amandine Larsaga. C'est une longue journée qu'entame Grace Ebenezer Tagnagda. Parti de son quartier Djikofe à la périphérie de Ouagadougou, il lui a fallu 3 quarts d'heure à vélo pour rejoindre ce salon de coiffure à Saba où elle reçoit entre 300 francs et 500 francs par jour. Grace ne coiffe pas les femmes, elle coiffe les hommes. Un cas rare dans le milieu de la coiffure pour hommes. J'ai préféré, si je fais ça, je sais que c'est un métier qui restera gravé dans ma mémoire. Au cas où même sans boulot de l'État, je peux le faire et me soutenir aussi à mes besoins. Bien qu'exerçant un métier traditionnellement réservé aux hommes, la jeune Tagnagda, qui a 17 ans, conserve son statut qu'elle défend si bien à travers son travail. Je suis vraiment satisfait du travail. Surtout c'est une fille qui se bat. Cette année, je l'ai connue ici. Donc, je l'encourage dans ses activités. Elle travaille vraiment bien. Quand je viens dans ce salon, c'est elle qui me coiffe. Une manière pour moi de l'encourager. Elle est élève et elle connaît déjà un métier, c'est très bien et ça doit inspirer les autres. Tondeuse en main, elle coiffe avec passion depuis plus de 3 ans. Orpheline de père, elle est d'abord venue dans la coiffure masculine par nécessité. Je fais ce travail pour souvent aider ma maman dans ses besoins. Mais cette année, j'ai pu au moins économiser 25 000, qui ne vaut pas la moitié même de ma scolarité, mais je peux payer la première tranche. Donc je compte verser ça à la première tranche. Et ma maman aussi qui est fatiguée à la maison, qui travaille souvent pour m'aider, et c'est pour payer mes cahiers et livres. Donc c'est de cet argent que je me fournis pour pouvoir payer la première tranche, en pensant maintenant qu'à la rentrée, je vais profiter aux heures creuses pour continuer pour pouvoir verser la totalité de la somme. Profiter des heures creuses pour coiffer et tirer de là toute sa scolarité. Grace est pourtant inscrite en 3e pour cette année scolaire, une classe d'examen. C'est vrai que c'est une classe d'examen. Je n'ai pas le choix. Parce que si je ne le fais pas, je ne pourrai pas totaliser ma scolarité et je serai impayée. À minuit, je me lève pour bosser jusqu'à 5 heures. Donc mes sommeils, c'est quand je viens, il n'y a pas de clients, que je peux prendre ma sieste. Surtout comme il n'y a pas la lumière à la maison. Je ne peux pas aller chez des gens pour bosser. Je préfère prendre mon téléphone et ma torche pour bosser. Moi, j'espère avoir le BPC avec vraiment l'effort et je prie Dieu vraiment qu'il ait pitié de moi et de la souffrance que maman en vit. Et du succès de mon cœur que je vais y mettre le paquet et qu'il m'exauce. Après 10 heures passées au salon, la journée s'achève pour Grace. Et pour elle, demain est un autre jour
porteur des mêmes espérances de se frayer un chemin dans la vie et de réussir par son travail. Voilà un reportage signé Amandine Lalsaga. Autre point de l'actualité, une visite guidée des journalistes dans la carrière de Sogo Sakasso dans le Haut-Bassin. Une immersion voulue par le ministère des Mines et des Carrières pour leur permettre de découvrir l'univers de cette unité qui fait de l'exploitation et de la commercialisation des produits de carrière comme le quartz. Explication de Drissa Traoré et Karim Sissé. C'est la deuxième fois que le ministre des Mines et des Carrières sera ici sur le site de la carrière de Sogo Sakasso. Et pour cette deuxième sortie, Oumarou Idani est accompagné d'une trentaine de journalistes. Une caravane de presse pour s'imprégner des réalités que connaît cette unité. Une usine qui est en exploitation depuis novembre 2018. La production journalière est de 1000 tonnes. À raison de 100 tonnes heure pour les produits routiers et puis 120 tonnes heure pour les produits béton. Nous avons à peu près 4 types de produits. On a les produits béton, les produits routiers et les ballasts pour les voies ferrées. Malgré son potentiel de production appréciable et la diversité des produits qu'elle propose, cette unité est confrontée à un certain nombre de problèmes, dont la mévente. C'est avec satisfaction que nous avons visité cette carrière et nous avons touché du doigt aussi les difficultés qui sont notamment des difficultés de marché. Mais comme vous savez, dans les travaux publics, les marchés évoluent en dents de scie. Donc, lorsqu'il y a un gros projet, c'est une opportunité. Donc, quelquefois, on a comme des passages à vide et c'est ce que rencontre la carrière en ce moment. Mais nous pensons que dans les mois à venir, la situation va s'améliorer. Les visiteurs du jour ont fait le tour des différents compartiments de cette unité. Et à chaque étape de la visite, des explications leur sont données. Je voudrais apprécier l'opportunité même de cette caravane parce que vous le savez bien que le domaine minier, c'est un domaine qui n'est pas perméable aux médias. Alors, pour avoir même un rendez-vous avec un minier, c'est tout un problème. Jusqu'à aller dans leur carrière, visiter vraiment, la caravane nous a apporté beaucoup de choses. Conformément au cahier des charges, les responsables de la carrière de Sogo Sakasso ont réalisé des infrastructures socio-éducatives au profit des populations. Des infrastructures que les caravaniers ont pu visiter. La santé par les plantes, eh bien, pour la 8e fois consécutive, la contribution de la pharmacopée au système de santé au Burkina Faso a été magnifiée. Toute une semaine consacrée à la médecine traditionnelle et alternative, assortie d'une nuit dédiée aux tradipraticiens. C'est un cadre d'échange entre les acteurs de la médecine traditionnelle et la ministre de la Santé, Claudine Lougué. Suivons le compte-rendu de Tanga Kafando. Les tradipraticiens exposent leurs doléances à la ministre de la Santé. C'est à cette soirée dédiée à la médecine traditionnelle. Des préoccupations qui se résument à des formations, des voyages d'études et d'expériences, à l'allègement des conditions d'autorisation d'exercer et à la création d'un fonds de soutien à la médecine traditionnelle. Par rapport à la formation, nous avons plutôt parlé de remise à niveau parce que nous avons constaté que nos tradipraticiens maintenant ont une bonne présentation de leurs produits comparativement aux années antérieures. Et par rapport aux voyages organisés, et ces voyages ont été organisés de concert avec le ministère de la Santé, mais du fait de la Covid-19, ces voyages n'ont pas pu se tenir. Et l'allègement des autorisations ont été pris en compte dans le nouveau code de santé publique. Claudine Lougué a également loué la bonne collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne et entend travailler à une meilleure place de la pharmacopée dans le système de santé au Burkina. Nous travaillons à tout mettre en œuvre pour que ce qu'ils ont demandé, nous puissions le leur accorder pour que la collaboration entre médecine moderne et médecine traditionnelle soit la plus parfaite possible. Et tout cela pour le bien du patient.
La nuit du tradipraticien entre dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de la médecine traditionnelle et alternative, une célébration également marquée par la visite de stands et une plantation d'arbres. Promouvoir la cohésion sociale et la culture Kurumba, c'est un défi que les associations Kurumba et Nouvelle Vision tiennent à relever. La deuxième édition des journées Kurumba se tiendront les 17 et 18 octobre prochains ici à Ouagadougou, annonce faite dimanche par voie de presse. Le point avec Moussa Ouedraogo et Pascal Kané. Des animations publiques, un village artisanal et une nuit culturelle avec des prestations de troupes traditionnelles Kurumba, Peul, Dogon et Mossé sont entre autres les activités des journées culturelles Kurumba à Ouagadougou. Le comité d'organisation annonce aussi une conférence sur l'histoire et le patrimoine culturel des Kurumba. Nous avons ces valeurs qui sont le pardon, la tolérance et le respect de l'aîné. C'est très important. Et chez nous, sur les Kurumba, l'aîné a la priorité sur tout. En plus de promouvoir la culture Kurumba, les organisateurs veulent à travers ces journées faire cultiver au Burkinabé l'esprit de cohésion sociale et l'acceptation d'autrui. Les organisateurs annoncent également des contes et devinettes, des prestations d'artistes modernes et traduits modernes Kurumba. Les Kurumba sont majoritairement installés dans la région du Sahel, au nord et au centre-nord du Burkina Faso. Dans l'actualité internationale, les Israéliens contraints au reconfinement après une nouvelle flambée de l'épidémie de la maladie à coronavirus. La mesure est en vigueur pour 3 semaines. Les pays européens pourraient également en faire autant. Regardez. Il a fait beau ce dimanche à Paris, très beau même. Et pour profiter des derniers jours d'été, tout le monde est sorti, oubliant un peu cette deuxième vague de Covid qui menace. Beaucoup de touristes sans masque et des Parisiens qui veulent rester sereins. La deuxième vague, moi, elle ne me fait pas peur. En fait, je suis à peu près en bonne santé. Donc, je prends des précautions. Quand on est entre amis, même avec la famille, on ne s'embrasse pas. Mais enfin, les petits-enfants, je vais voir ce soir mes petits-enfants. Je suis à peu près sûre qu'ils vont me courir dans les bras et que je vais quand même les embrasser. Au Royaume-Uni aussi, le nombre de cas est reparti à la hausse. À partir de ce lundi, les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits. Le gouvernement a aussi rappelé aux maisons de soins et de retraite leur vulnérabilité. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que nous devons vraiment agir très rapidement pour éviter que cela ne se développe de façon exponentielle. C'est le point principal, il faut aller vite, sinon on ne pourra plus garder le contrôle. À Bruxelles, les personnels de santé ont manifesté ce dimanche pour demander plus de moyens et une augmentation de leur salaire. La Belgique constate une accélération de l'épidémie avec le retour de beaucoup de ses citoyens qui étaient en vacances dans des pays plus touchés par le Covid. En République tchèque, c'est le 5e jour de suite où le nombre de nouveaux cas quotidiens dépasse les 1000. Certes, la population a beaucoup plus de possibilités de se faire tester, mais le pays est l'un de ceux où le coronavirus progresse le plus vite en Europe. Enfin, Israël est devenu ce matin le premier pays à ordonner un nouveau confinement. La mesure nationale est en vigueur pour 3 semaines. À présent, nous irons feuilleter les parutions de ce 14 septembre à lire à la une des quotidiens. Le Mali vers une transition très controversée. La presse inquiète en fait largement écho, mais les nouvelles sont bonnes au Faso. Nos confrères se félicitent des concessions faites pour un retour à la paix au sein de la communauté musulmane burkinabé. Revue de presse signée Vincent Kenderbeogo. La rentrée de tous les défis, éditorial de Siroya qui parle de la rentrée gouvernementale qui annonce toutes les autres rentrées, scolaires, académiques, judiciaires, etc. Et parmi les défis pour le reste du dernier trimestre de l'année, il y a la poursuite de la lutte contre le coronavirus. Le retour en classe devrait s'effectuer dans des conditions de sécurité sanitaire maximale, écrit Sidoya. Et puis il y a les crises sécuritaires et humanitaires auxquelles il faut ajouter l'organisation d'élections apaisées et les festivités du 11 décembre. Autant de défis à relever en quelques mois et qui nécessitent l'implication de tous, ajoute
l'éditorialiste. Situation sécuritaire au centre-nord, le message d'espoir du Premier ministre, la une de l'Observateur Palaga. Le centre-nord est considéré aujourd'hui comme un des épicentres des crises sécuritaires et humanitaires. Une région où toutes les composantes sociales souhaitent le retour de la paix et de la sécurité. Parmi les propositions des populations, il y a le soutien à une généralisation des volontaires pour la défense de la patrie dans les villages et la conduite d'une opération militaire d'envergure dans le but de réduire les capacités d'action des groupes terroristes. Séance tenante, le chef du gouvernement, Christophe Dabiri, a annoncé l'installation d'états-majors avancés proches des théâtres d'opération et une opération dénommée coup de poing dans la région. Communauté musulmane du Burkina Faso, la colombe de la paix réunit les protagonistes, écrit aujourd'hui au Faso. Selon le journal, la crise de leadership qui secoue cette importante communauté religieuse est en passe d'être résolue. Le médiateur du Faso s'est saisi de l'affaire et a réussi le pari d'asseoir les protagonistes autour d'une même table. Et en fin de compte, chacun s'engage à un retour à la paix. Abdul Rasmane Sana déclare que la crise est désormais derrière eux, tandis que Cheikh Mahamadou Bandé affirme que l'on ne parlera plus de cette crise au sein de la communauté musulmane, engagement rassurant des deux figures jadis opposées. Au Mali, foire d'empoigne pour une charte, un titre de l'Observateur Palaga. Rideau sur les concertations des forces vives maliennes et bonjour les polémiques sur les conclusions auxquelles elles sont parvenues. Divergence, défiance, déclaration intempestive, cacophonie, ce sont les mots caractéristiques des résultats de ces concertations avec une charte qui laisse entrevoir la junte en pole position pour désigner le président de la transition. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.